Il y a 74 000 ans, l'une des plus violentes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité a déclenché une catastrophe à l'échelle planétaire. 20 000 km² de forêts luxuriantes ont été détruits. Le soleil n'a plus brillé pendant 10 mois. Et les températures ont dramatiquement chuté. Au cours de ce sombre hiver volcanique, nos ancêtres, les premiers Homo sapiens, ont bien failli disparaître à jamais. Voici comment l'espèce humaine a frôlé l'extinction. Tantôt, des profondeurs de son horrible gouffre, de flammes et de fumée, dans le ciel obscurci lance d'affreux torrents. Virgile, 1er siècle avant Jésus-Christ. La Terre, il y a 74 000 ans, à l'époque du Pléistocène. Contrairement aux apparences, ceci est l'ère glaciaire. La période glaciaire porte mal son nom. En vérité, les glaciations allaient et venaient. La Terre se refroidissait pendant 15 000 ans, puis se réchauffait pendant quelques milliers d'années. Le climat oscillait entre des périodes où tout était gelé et des périodes interglaciaires plus clémentes. Nous sommes dans une période interglaciaire. Une jungle épaisse s'étend jusqu'à l'Amérique du Nord et l'Asie. Même le désert du Sahara fleurit. Dans ce monde grouillant de vie, une espèce plus évoluée que les autres s'épanouit, l'homme. Le premier Homo sapiens, ou homme sage, est apparu en Afrique il y a environ 200 000 ans. Malgré des différences manifestes de culture et de structure sociale, il ressemble beaucoup à l'homme d'aujourd'hui. Revenons 74 000 ans en arrière, au temps de nos très lointains ancêtres. On ne partage pas leur langage, bien sûr, mais on a de nombreuses caractéristiques en commun. Au niveau du visage et de la morphologie, il n'y a pas une grande différence entre eux et nous. Grâce à son intelligence et à son aptitude à fabriquer des outils, l'Homo sapiens s'est imposé là où d'autres formes de vie avaient échoué. Depuis ses modestes débuts en Afrique il y a 200 000 ans, notre cousin de l'âge de pierre a rapidement conquis le globe. Ces individus l'ignorent encore, mais dans 7 jours, l'espèce humaine deviendra une espèce en danger. Dans l'actuelle île indonésienne de Sumatra, une apocalypse volcanique se prépare sous la croûte terrestre. Il y a 74 000 ans, Sumatra était un paradis de plages immaculées et de jungles luxuriantes. Mais sous cette île d'apparence sereine, l'ennemi attend son heure, le supervolcan de Toba. Un supervolcan ne ressemble pas à un volcan tel qu'on se l'imagine, à une belle montagne conique comme le mont Fuji. C'est en fait une gigantesque dépression. Ce supervolcan se présente sous la forme d'une caldeira de 100 km de long et 30 km de large, un cratère laissé par une précédente éruption volcanique 200 000 ans auparavant. Les pluies ont partiellement rempli le cratère, formant un petit lac. La chambre magmatique qui constitue la plaque indo-australienne appuie de façon régulière sur la plaque philippine depuis plusieurs milliers d'années. La roche fond sous la chaleur et la pression intense.
C'est l'exemple classique d'une force irrésistible qui fait pression sur un objet fixe. Dans le cas présent, il s'agit de roches silicatées surchauffées par-dessous. Elle résiste, 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 et quand elle cède, ce n'est pas comme un barrage qui se fissure, c'est tout le barrage qui explose. Ce qui a mis des milliers d'années à se former sera détruit en un instant. La colère du volcan résonnera à travers le monde. Trois jours avant l'éruption, la vie suit paisiblement son cours. À cette époque, Sumatra ainsi que la majeure partie de l'Asie du Sud accueillent une faune très variée. On croirait voir le monde animal d'aujourd'hui reflété dans un miroir déformant. Tous les animaux de l'époque étaient beaucoup plus gros. Les chats étaient plus gros, les chiens étaient plus gros, les singes aussi. Une foule de gros animaux se sont éteints suite à cette éruption. Juste au-dessus du supervolcan, l'Elasmotherium broute tranquillement. C'est l'ancêtre du rhinocéros, mais son squelette ressemble à celui du cheval. Il mesure près de 2 mètres de haut et 6 mètres de long, sans compter son impressionnante corne. Certains historiens pensent que cet animal est à l'origine du mythe de la licorne. L'évolution donne naissance à des animaux toujours plus gros. C'est la règle de Kopp. Plus l'animal est gros, moins il a de chances de se faire dévorer par des prédateurs. Le pire ennemi de l'Elasmotherium est le léopard de Sumatra. Ce félin est le roi des prédateurs sur l'île. Svelte et puissant, il est aussi grand qu'un lion, mais possède la vitesse et l'agilité d'un guépard. Les félins étaient à la mesure de leur proie. C'était une surenchère permanente. Plus la proie grossissait, plus il fallait de longues griffes et de grands crocs, plus il fallait sauter haut pour être en mesure de la tuer. Sans le savoir, ces Elasmotherium vont être aux premières loges pour assister à l'éruption. Le compte à rebours est lancé. Depuis des semaines, les animaux entendent la terre gronder par intermittence. Le magma se déplace sous leurs pieds. Toba déclenche d'abord un violent séisme qui ébranle la jungle. Les arbres s'écroulent. Malgré leurs 5 tonnes, ces Elasmotherium ont bien du mal à rester debout. Des fissures se forment au fond d'un lac tout proche. Des gaz volcaniques toxiques remontent à la surface. Des nuages de soufre enveloppent la jungle et asphyxient les Elasmotherium. Ce sont les premières victimes de Toba. La gigantesque boule de magma a forcé la croûte terrestre jusqu'au point de rupture. L'une des pires éruptions volcaniques de l'histoire se produira dans quelques secondes. Pour nos lointains ancêtres, la fin du monde n'est peut-être plus très loin. Le monde entier ne pensait qu'à une chose, la mort. Lord Byron, 1816. L'explosion du supervolcan de Toba monte des profondeurs. Le sol se craquelle.
le toit s'enfonce sous le poids de la croûte terrestre et fait pression contre la gigantesque chambre magmatique, tel un piston géant. L'explosion de la boule de magma vaporise l'eau contenue dans le sol. Partout dans la jungle, des geysers fusent à l'unisson. Puis le sifflement de vapeur laisse place au hurlement de la roche qui se déchire. L'éruption est 3000 fois plus violente que la plus importante jamais enregistrée aux États-Unis, celle du Mont Sainte-Hélène en 1980. Toba est la plus grande éruption volcanique que la science a été en mesure d'identifier. C'est peut-être la plus grande éruption depuis des millions d'années, voire depuis toujours. On sait en tout cas qu'elle dépasse de loin toutes les autres depuis des centaines de milliers d'années. En un éclair, les animaux sont brûlés par milliers. Puis c'est le néant. L'éruption expulse de la roche en fusion des cendres et des gaz nocifs. On voit tout d'abord jaillir des panaches de fumée. Puis les gaz et les cendres se répandent aux abords directs du volcan. Et soudain, la pression est trop importante et tout explose. Tandis que la chambre magmatique s'effondre de l'intérieur, les frontières du volcan s'étirent et cèdent. C'est par ces petites failles que le magma s'infiltre. Les plus chanceux sont tués instantanément. Les autres voient la mort approcher, sous la forme d'un nuage géant qui avale tout sur son passage. Ces nuages de débris, appelés coulées pyroclastiques, ravagent tout ce qui leur fait obstacle. Mélange de gaz magmatique, de lave, de cendres et de débris, les coulées pyroclastiques rasent la jungle. Il fait si chaud que le mélange se transforme en une sorte de liquide qui consume tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. C'est une coulée de cendres brûlantes, proche de celle de Pompéi en l'an 79. Il ne reste rien. Ces coulées brûlantes, qui peuvent atteindre 800 degrés, avancent à plus de 100 km/h. Elles rattrapent l'élasmotérium et même le léopard de Sumatra. Cette coulée pyroclastique a dû être un événement chaotique et dévastateur, qui a presque instantanément balayé toute trace de vie. Elle était puissante et dégageait une chaleur exceptionnelle. Les hommes pris au piège meurent dans des souffrances atroces. Quand on examine les restes d'êtres humains tués par une coulée pyroclastique, on constate que les liquides organiques se sont dissous et que les jointures du crâne ont disparu. C'est une attaque soudaine et dramatique pour le corps. La mort est atroce, mais rapide. Les coulées engloutissent la majeure partie de l'île, jusqu'à 150 km de l'épicentre. Il leur faudra plusieurs heures pour se stabiliser et refroidir au contact de l'océan. Malgré sa violence, l'éruption ne tue pas toute forme de vie sur l'île. À la pointe sud de Sumatra, des témoins assistent médusés à la toute-puissance de Toba.
un petit groupe de chasseurs regarde la scène avec horreur. À cette distance, environ 300 km, ils ne craignent pas la chaleur. Et la colonne de fumée semble avancer au ralenti. Ceux qui étaient là ont assisté à un spectacle d'une ampleur inégalée. D'un point de vue scientifique, on ne peut même pas déterminer la masse de lumière et d'énergie dégagée et décrire à quoi ressemblait l'éruption de loin. Ça devait être incroyable, assez proche d'une explosion nucléaire. Pendant plusieurs minutes, les cendres s'accumulent en silence, puis l'onde de choc retentit dans un vacarme assourdissant. En présumant qu'ils aient survécu, le bruit a dû leur exploser les tympans. Les chasseurs se tordent de douleur. Le supervolcan vient de prendre le pouvoir à Sumatra. Les explosions se poursuivent pendant 2 heures, puis s'arrêtent. Mais la lave continue de jaillir du ventre de Toba. Cette île, qui était jadis un havre de paix pour les lasmothériums et le léopard de Sumatra, n'est plus qu'un puits béant, masqué par une gigantesque colonne de cendres. « 800 km3 de cendres se dispersent dans l'atmosphère à plus de 8000 mètres d'altitude. On pense encore une fois au mont Sainte-Hélène, qui a craché suffisamment de cendres pour recouvrir la majeure partie de l'État de Washington jusqu'à l'est. Mais si l'éruption de Toba s'était produite dans l'État de Washington, elle aurait généré des kilomètres cubes de cendres. À elles seules, les cendres combleraient la totalité du Grand Canyon. Pourtant, aussi dévastatrice soit-elle, l'éruption n'est que le début de l'enfer que la Terre s'apprête à vivre. Le nuage de cendres est l'arme secrète du supervolcan. Lentement, les débris vont pleuvoir sur le monde. Et bientôt, toutes les créatures de la planète en pâtiront. Les cieux étaient de cendres et graves. Les feuilles étaient crispées et mornes. Edgar Allan Poe, 1847. « 24 heures se sont écoulées depuis l'éruption du supervolcan. Sumatra est réduite en cendres et marquée à jamais par la catastrophe. Les quelques hommes encore en vie se réfugient dans des cavernes, hébétés et rendus sourds par l'explosion. Mais une nouvelle vague de destruction est déjà en marche. Les cendres pénètrent en masse dans l'atmosphère. Les animaux qui se trouvaient en Inde et en Asie du Sud-Est devaient avoir beaucoup de mal à respirer, à cause des cendres dont l'air était chargé. La colonne de cendres de Toba, qui mesure 200 km de diamètre sur 50 km de haut, recouvre l'île de part en part. En comparaison, celle de l'éruption du mont Sainte-Hélène s'élevait à environ 18 km d'altitude. De l'espace, l'éruption de Toba devait ressembler à un panache croissant de cendres noires, qui s'étendait surtout vers le nord-ouest, mais aussi plein est. Elle a pu être vue de Java, à 650 km de là. De Birmanie, à 1300 km. Et de Malaisie,
à plus de 1600 km. D'après les scientifiques, l'éruption se serait produite en été, en pleine mousson. Les tempêtes qui se forment au-dessus de l'océan Indien aspirent les cendres et les transportent vers le nord-est, vers les terres asiatiques. Si on jette des cendres dans la région de Sumatra, elles sont nécessairement emportées par le vent. Le grand panache qui a suivi l'explosion est monté très haut dans la stratosphère, et le volume de poussière déplacée est tout simplement inimaginable. 2 jours après l'éruption, une pluie de cendres s'abat sur un paysage jadis luxuriant dans l'actuel Vietnam. C'est sur ces terres que vit le plus grand singe que le monde ait jamais connu, le Gigantopithèque. Avec une taille proche de 3 mètres et un poids de 550 kg, ce grand singe est 3 fois plus lourd que le plus grand des gorilles et il le dépasse de plusieurs têtes. On le connaît grâce à ses mâchoires et dents fossilisées qui ressemblent beaucoup à celles de l'orang-outan. Si on prend l'orang-outan comme modèle, on peut imaginer que le Gigantopithèque était un animal solitaire qui ne vivait pas au sein d'un groupe socialement très complexe, ce qui le différencie d'autres grands singes comme le chimpanzé et le gorille. Il y a encore quelques jours, tout allait bien. Le Gigantopithèque arpentait les plaines du Vietnam en quête de nourriture. Il ne s'agissait pas d'une créature capable d'étrangler d'autres animaux et de les manger. C'était un gentil géant, pas très futé, mais il n'avait pas besoin d'être intelligent pour rester assis des heures au même endroit à cueillir des fruits. Le Gigantopithèque est le plus grand singe que le monde ait connu. Il pesait jusqu'à 550 kilos. Pourtant, les scientifiques sont convaincus que ce géant se nourrissait exclusivement de plantes et de fruits. Mais comment peuvent-ils être sûrs que le Gigantopithèque était un herbivore? La réponse se trouve dans les restes fossilisés de certains spécimens. Grâce au progrès des méthodes d'analyse, de nouveaux mystères seront bientôt élucidés. Dans le cas du Gigantopithèque, nous avons réussi à isoler des phytolithes de plantes sur leurs dents. Cela nous permet d'affirmer avec certitude qu'il était herbivore. Mais il avait une alimentation variée. Il mangeait des fruits et toutes sortes d'herbes. Avec l'éruption, le monde délicat du Gigantopithèque a été anéanti. Les bambous et les fruits dont il se nourrissait ont disparu. Il a faim. Pire encore, son principal prédateur, le puma, est lui aussi affamé. Nous sommes sûrs que le Gigantopithèque, du moins à une époque, était chassé par de très grands félins. Comme tous les grands singes, les mâles avaient de longues canines qui s'avéraient très utiles pour repousser ou du moins dissuader les prédateurs. Il faut défendre les petits à tout prix. Les mâles les plus forts ferment la marche pour chasser les prédateurs. Mais poussés par le désespoir, les pumas décident de tenter leur chance. Heureusement, le Gigantopithèque a encore suffisamment de force pour défendre sa famille.
Mais aucun animal, quelle que soit sa taille, ne peut se défendre contre Toba. Les cendres du volcan finissent par tuer ce grand singe. On peut mourir asphyxié par des cendres volcaniques. Il y a un site dans le Nebraska qui remonte au Miocène où un grand nombre de chevaux, de rhinocéros et d'animaux préhistoriques ont été ensevelis sous une couche de cendres identique. Au contact des poumons, les cendres inhalées se transforment en une pâte asphyxiante. Les grands animaux comme le gigantopithèque y sont particulièrement sensibles. Quatre jours après l'éruption de Toba, le volcan poursuit sa destruction. Une quantité phénoménale de débris a été expulsée dans l'air. Un nuage de cendres enveloppe la planète. Encore aujourd'hui, on retrouve une fine couche de cendres emprisonnée dans les sédiments. Au pôle Nord, des scientifiques ont percé des noyaux de glace qui contiennent les cendres de Toba, témoignage du pouvoir destructeur du volcan. Quand on étudie les strates, on trouve parfois une couche de cendres très épaisse, jusqu'à 1,5 mètre par endroit. L'hémisphère sud est plongé dans une nuit permanente. Les rayons du soleil ne percent plus les nuages. Les cendres du volcan étouffent peu à peu la végétation. Toutes les plantes des forêts tropicales sont recouvertes d'un manteau gris. La photosynthèse est stoppée et elles meurent. Mais les hommes sont pleins de ressources et trouvent toujours un moyen de se nourrir. Ils ont un avantage de taille, celui de digérer aussi bien la viande que la matière végétale. Lorsque l'une vient à manquer, les communautés éparpillées d'Homo sapiens se nourrissent de l'autre. Les Homo sapiens, confrontés à ce phénomène de goulot d'étranglement, avaient plusieurs possibilités. Changer d'alimentation ou migrer. On pense que le changement climatique a forcé les Homo sapiens à partir des plaines d'Afrique, où ils vivaient nombreux. Ils n'avaient plus rien à manger. Mais fuir ne sert à rien. Toba assiège la planète. Son emprise se resserre chaque jour. La vie animale est menacée d'extinction. Le supervolcan de Toba change peu à peu le cours de la vie sur Terre. L'éruption volcanique fait maintenant rage depuis 7 jours. L'île de Sumatra désormais décimée, les ravages de Toba s'étendent à des milliers de kilomètres au nord-ouest. Une éruption volcanique, si elle est assez importante, peut avoir un effet dramatique sur l'ensemble de la planète, car les substances qu'elle dégage gagnent la stratosphère, ce qui perturbe le climat. Et s'il ne pleut pas, elles peuvent y rester des années. À 3200 km de là, dans l'actuelle Inde, l'accumulation de cendres atteint la population de Stégodon. Le stégodon ressemble à un très gros éléphant. Il mesure 4 mètres au garrot pour 8 mètres de long et il est doté de très longues défenses. Sa taille n'a d'égal que son appétit. En des temps plus cléments, il arpentait les terres du nord au sud à longueur de journée, toujours en quête de nourriture. Aujourd'hui, son alimentation quotidienne est recouverte d'une couche de cendres. Les stégodons ont été contraints d'ingérer d'énormes quantités de cendres pour se nourrir.
Leur flore intestinale a été fragilisée, ils sont tombés malades ou sont morts empoisonnés. Quelques jours sans nourriture suffisent à tuer ces bêtes géantes. Et les carnivores opportunistes sont les premiers à profiter de leur faiblesse. Parmi eux, la Panthera leospelaea, plus connue sous le nom de lion des cavernes. Ce lion a été surnommé ainsi parce que de nombreux ossements ont été découverts dans des grottes, probablement abandonnées par les rats à queue touffue. Les rats à queue touffue ramassaient tout et n'importe quoi, y compris les os, et ils les traînaient jusque dans leurs grottes. On a découvert énormément d'ossements accumulés dans des grottes à cause de ces rats. On ignore si le lion des cavernes vivait véritablement dans des grottes. Mais c'était l'un des plus grands prédateurs de l'âge de pierre. Il ressemblait au lion d'Afrique, en bien plus grand et bien plus gros. Pourtant, aussi puissant soit-il, il n'a jamais pu venir à bout d'un stégodon, du moins avant l'éruption de Toba. Leur proie devait être affaiblie. Au bout de plusieurs semaines sans manger à leur faim, les stégodons n'étaient plus en pleine possession de leurs moyens. Ils avaient moins d'énergie, mais ils avaient encore assez de chair sur les os pour nourrir les lions. Pour le lion des cavernes, ce monde meurtri est une terre d'abondance. Mais la mousson dépose plus de cendres en Inde que n'importe où dans le monde. En seulement quelques jours, l'habitat du lion des cavernes est recouvert d'un épais tapis de résidus volcaniques. Certaines régions du pays sont ensevelies sous 3 mètres d'épaisseur. La période d'opulence est de courte durée. Deux semaines après l'éruption volcanique. Les averses saisonnières s'ajoutent au déluge qui s'abat en Asie du Sud-Est. L'eau est polluée par de nombreux éléments toxiques présents dans l'air. Le dioxyde de soufre et le sulfure d'hydrogène sont les 2 gaz produits par une éruption. En pénétrant dans l'atmosphère, ils se transforment en pluie acide au contact de la vapeur. La pluie caustique empoisonne les eaux sur Terre. L'eau douce devient imbuvable. Les rares stégodons encore en vie, déjà affamés, mourront bientôt de soif. C'est aussi le sort qui attend les lions des cavernes. Les prédateurs déshydratés cherchent refuge en altitude. Mais rien ne les protégera de ces intempéries. Presque tous les animaux de la région sont condamnés à mourir. Les scientifiques sont en mesure d'affirmer qu'en Asie du Sud-Est, des communautés humaines isolées ont été entièrement décimées. Je suis convaincu que des populations locales sont mortes, que des caractéristiques génétiques de notre espèce, qui auraient pu nous enrichir ou nous changer, ont disparu à tout jamais. Après plusieurs semaines à cracher de la lave et des cendres, Toba se calme enfin. Mais la trêve est de courte durée, car Toba a amorcé une spirale infernale. Ce qui a commencé par le feu se terminera par la glace.
On souffre moins de recevoir la mort que de l'attendre. Ovide, 1er siècle avant Jésus-Christ. Le supervolcan de Toba s'étue. Mais les polluants dispersés par l'éruption annoncent un nouveau cauchemar. Le climat change. Depuis 1 800 000 ans, la planète oscille entre des glaciations et des périodes relativement chaudes, appelées périodes interglaciaires. Lors de l'éruption de Toba, la Terre traversait l'une de ces périodes. D'après certains scientifiques, le cataclysme aurait entraîné une nouvelle ère glaciaire. C'est l'une des conséquences directes des éruptions volcaniques. Lorsque le volcan se calme et que l'air refroidit, le climat réagit à ce phénomène en refroidissant la planète de façon globale. Cette modification du climat est provoquée par le soufre qui s'est échappé lors de l'éruption. L'un des gaz les plus susceptibles d'influencer le climat est le dioxyde de soufre. S'il gagne la stratosphère, il peut y rester pendant de longues périodes. Et par là, j'entends plusieurs années. Lorsque le dioxyde de soufre pénètre dans la stratosphère, il se transforme en particules de sulfate qui renvoient l'énergie solaire dans l'espace. Privée de ce rayonnement vital, la Terre connaît un gigantesque refroidissement, un effet boomerang aux conséquences dramatiques. Lors de son réveil en 1815, le volcan Tambora en Indonésie a entraîné un phénomène appelé l'année sans été. Les récoltes ont été détruites et la famine s'est installée. D'après certains scientifiques, une éruption 50 fois plus importante que celle du Tambora a probablement eu des conséquences similaires à l'échelle mondiale. L'éruption a dû plonger la Terre dans un hiver qui a duré plusieurs années. Les plantes et les animaux se sont fait plus rares. Les hommes avaient moins de gibier et ont fini par mourir de faim. 5 années se sont écoulées. Le soleil ne parvient toujours pas à percer à travers le nuage épais et ne réchauffe plus la surface de la Terre. Les températures chutent de plusieurs degrés. Les conséquences sont dramatiques pour nos ancêtres. Ils n'ont jamais connu de température aussi basse. Il y a 74 000 ans, nous n'étions pas très nombreux. C'est là tout le problème. Cette éruption volcanique démesurée est survenue à un moment où l'humanité était si réduite qu'elle aurait pu très facilement s'éteindre à tout jamais. Les hommes meurent par centaines de milliers. C'est probablement l'un des chapitres les plus noirs de l'histoire de l'humanité. Grâce à une série d'analyses ADN, les scientifiques pensent que la population a été réduite à quelques 20 000 individus. Il suffit de regarder la diversité des séquences ADN chez les individus aujourd'hui pour savoir dans quelle mesure l'espèce humaine a varié au fil des siècles. On constate que le taux de variabilité est assez faible comparé à d'autres espèces. Tout simplement parce que ce phénomène de goulot d'étranglement a eu lieu très récemment. La variabilité du génome humain s'est beaucoup réduite. C'est pour ça qu'on parle d'un goulot d'étranglement. On compare l'humanité à une bouteille dotée d'une minuscule ouverture par laquelle on verse le liquide. Sauf qu'après l'éruption, la bouteille était presque vide. Les températures continuent de chuter et la glaciation s'installe. L'espèce humaine est au bord de l'extinction.
10 ans après l'éruption de Toba, les cendres et les polluants se dissipent enfin. La planète entame sa lente guérison. Précipitée par l'hiver volcanique, la neige et la glace s'accumulent aux pôles. Pendant plusieurs milliers d'années, de gigantesques glaciers se forment et rampent lentement vers l'équateur. Après la colère du volcan, notre Terre doit à présent affronter une nouvelle ère glaciaire. Le plus étrange pour moi, c'est que les hommes aient peur, voyant que la mort est une fin nécessaire qui doit venir quand elle doit venir. William Shakespeare, 1600. 5000 ans après l'éruption, la planète se débat toujours. Les glaciers recouvrent la majeure partie du globe. En Amérique du Nord, le bord de la calotte glaciaire du Wisconsin couvre en grande partie l'actuelle ville de Chicago. Sous cette chape rampante, les grands lacs se forment, creusés dans le substrat rocheux. La glaciation a donné naissance à de nouvelles espèces, comme le mammouth. Il est protégé du froid par une fourrure dense et une épaisse couche de graisse. Le mammouth se sert de ses longues défenses pour creuser dans la glace et la neige et déterrer les maigres herbes qui tapissent la toundra. Pour cette créature qui a besoin de 200 kilos d'aliments par jour pour survivre, la quête de nourriture est sans fin. Un animal aussi gros qui ne mange que de l'herbe doit se nourrir presque en permanence quand il est actif. La compétition est féroce, pour la nourriture comme pour les femelles. Seuls les mâles les plus forts transmettront leurs gènes à la nouvelle génération. Les éléphants d'Afrique se battent parfois entre eux avec une grande violence. On présume que les mammouths étaient au moins aussi agressifs. Le mammouth est conçu pour survivre, lourdement armé contre le froid, la faim et la compétition à l'intérieur de son clan. Mais la plus grande menace viendra de l'homme. « 60 000 ans ont passé depuis la catastrophe. L'éruption du volcan a conduit l'homme au bord de l'extinction, mais son intelligence et son ingéniosité l'ont sauvé d'une mort certaine. Tandis que la glaciation se termine et que le monde se réchauffe, l'homme devient le plus formidable des prédateurs. Pendant des milliers d'années, les mammouths seront sa principale source de nourriture. Au point que certains scientifiques affirment que l'homme est responsable de leur disparition. Il suffit de tuer 2% de bébés éléphants par an, plus que ne le ferait la nature, pour menacer la survie de l'espèce en 500 ans. Ajoutez à cela quelques spécimens adultes tués trop jeunes, et c'est l'extinction assurée. Dans cette lutte sans merci pour survivre, l'inventivité et les progrès permanents de l'homme lui donnent l'avantage. Il crée une nouvelle arme, appelée propulseur, composée d'un simple bâton et d'un crochet à son extrémité. En insérant une lance dans le crochet, le chasseur peut ainsi améliorer la portée de son arme grâce à un système de levier. Le propulseur permet à l'homme d'atteindre sa proie de plus loin. La portée du tir est bien meilleure qu'avec une lance traditionnelle.
Plus la vie devient difficile, et plus l'homme invente de nouveaux moyens de subsister. L'une des questions les plus fascinantes est de savoir si cette éruption nous a fait progresser vers ce que nous sommes aujourd'hui. On rapproche souvent l'évolution de la vie, mais c'est la mort qui alimente le processus d'évolution. Car ce sont les gènes hérités de la survie d'un petit nombre de spécimens qui permettent à l'espèce d'avancer. Malheureusement, Toba a fait disparaître à jamais beaucoup de grands mammifères, tels que le gigantopithèque, le lion des cavernes et l'élasmotherium. Mais à l'échelle d'une extinction de masse, Toba n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Les pluies tropicales ont transformé la caldeira du volcan en un lac qui existe encore aujourd'hui. Il ne reste plus aucune trace du terrible cataclysme qui a changé à jamais la face du monde. Et pourtant, il guette. Sous la croûte terrestre, le magma continue de bouillir. Un événement volcanique identique à l'éruption de Toba peut survenir n'importe quand et menacer à nouveau la survie de l'espèce. D'après une partie de la communauté scientifique, nous serions moins bien préparés que nos ancêtres à surmonter une telle crise écologique. Il y a 74 000 ans, les premiers hominidés savaient tout faire. C'était le seul moyen de survivre dans ce type d'environnement. Aujourd'hui, nous sommes tous spécialisés. Nous ne savons pas tout faire, à l'exception d'une petite minorité. C'est pourquoi, à bien des égards, nous sommes culturellement moins préparés que nos ancêtres à une catastrophe naturelle aussi violente. L'éruption de Toba a bien failli détruire l'espèce humaine. Si un jour un supervolcan se réveille, les conséquences pourraient être dramatiques. Une seule chose est sûre, l'humanité sera à nouveau mise à l'épreuve.